Bonjour à tous, Stéphane Malloin des services techniques d'Autodesk. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les excentricités accidentelles selon les Eurocode 8. Donc dans un premier temps, nous allons regarder ce que dit le règlement. Ensuite, nous allons faire cette déclaration d'analyse sous robot avec les trois différentes méthodes possibles: l'ajout des masses nodales, les excentrements dans la matrice des masses ou l'excentrement limité, simplifié, lié uniquement à l'approche sismique. Enfin, nous allons comparer les résultats de ces trois méthodes en pied d'ouvrage et regarder aussi ce que nous donnent les résultats des excentrements dans les tableaux de l'étage. Donc, dans l'Eurocode 8, on retrouve pour la partie générale l'article 4.3.2 sur les effets accidentels de la torsion. Et dans la partie analyse spectrale modale, on retrouve le 4.3.3.3 sur l'effet de la torsion et le 4.3.3.2 sur les combinaisons de réponses, l'un renvoyant à l'autre. Donc on retrouve aussi cette problématique dans un autre chapitre, l'analyse par force latérale, 4.3.3.2, mais en fait qui ne nous concerne pas puisque en fait c'est pas lié à l'analyse modale 3D mais à de l'analyse en 2D. Donc que dit l'article principal, le 4.3.2.2? En fait, pour l'ensemble du bâtiment, il faut excentrer de 5% de la largeur du bâtiment dans la direction considérée le centre de gravité pour augmenter les efforts induits par la torsion. Je vous laisse lire à l'écran exactement les termes du règlement. Voilà. Notez que c'est la référence 4.3. Donc si on se reporte à l'article 4.3.3.3 du même chapitre sur l'analyse modale, en fait, on nous renvoie à l'article précédent. D'accord ? Donc, on nous renvoie, vous voyez ici, à l'expression 4.3. Donc, faire référence aussi à d'autres éléments, bon, les forces FI obtenues par plancher, mais qui sont issues de l'analyse plutôt simplifiée. Donc là, ça n'intervient pas dans ce contexte. Et on retrouve en fait d'autres éléments 4.3.3.2 et 4.3.2.4 note 2 si on utilise des modèles en plan séparé. Donc, puisque vous pouvez également faire des calculs avec deux modèles plans dans robot, on peut quand même passer 5 minutes sur ces articles pour savoir de quoi il en retourne. Donc, premièrement, l'article qui est vraiment dans le spectre, enfin dans justement l'analyse modale. Donc, on retrouve le 4.3.3.2 où en fait savoir si nos modes sont dépendants ou indépendants. Donc concrètement les périodes TJ et TI, si elles ont un rapport de période supérieure à 0,9, est-ce qu'on peut utiliser la simple analyse SRSS, d'accord, donc racine carrée de la somme des carrés, ou est-ce qu'on doit utiliser une procédure plus complexe et plus complète, la CQC, la combinaison quadratique complète, avec le terme bêta IJ qui intervient. Voilà. Donc ici nous n'utiliserons pas cet article, puisque l'article 4.3.2.3 qui est utile si on fait deux modèles 2D, d'accord, n'est pas utile si on fait une analyse tridimensionnelle. De même que l'article 4.3.2.4, ces effets de la torsion, dans le chapitre des méthodes simplifiées, et ainsi que leurs notes. D'accord. Donc si on revient à ce qui nous concerne vraiment, en fait il faut déplacer de 5% de la longueur du bâtiment le centre de gravité du modèle. D'accord. Donc pour ça, maintenant nous allons passer à la pratique pour voir comment on le définit sous robot. Donc la dernière fois je suis venu d'une maquette très vite. Donc pour varier un petit peu les goûts et les couleurs, on va maintenant faire une saisie directement dans robot. D'accord. Et rappeler aussi qu'on peut importer un fichier DWG 2D dans Revit ou 3D suivant les besoins. Donc le fichier DWG, on peut ici l'importer comme fond, d'accord, ou ouvrir un fichier DWG. Là, ça sera plus utile en fait si on a un DXF ou un DWG 3D d'un pylône ou de quelque chose comme ça, d'accord.
Donc là, on va partir simplement de lignes de construction. Donc on va se faire un bâtiment qui fait 25 mètres, avec une ligne à 15 mètres à 5 mètres. En grec, on va faire 15 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Voilà. Et donc, pour saisir les éléments, donc petit rappel, mais je vous laisserai regarder la vidéo précédente sur les Eurocode 8 et robots que j'ai fait. Donc dans les préférences de l'affaire, ici, on va venir pointer en fait sur les forces, les dimensions qu'on choisit. Les matériaux, on va prendre les matériaux Eurocode. On peut choisir les matériaux par défaut. Par exemple celui-là, celui-là, vous voyez, avec des noms un peu plus classiques. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer sous différents noms, vous voyez, si on veut faire plusieurs préférences. D'accord ? Donc là, je vais saisir mon bâtiment. Donc je vais prendre des voiles. Donc j'ai pris mon matériau par défaut qui était le C2530 C8 de ce mur. Vous vous souvenez, c'est le matériau un C2530 mais avec des caractéristiques de module Young divisé par 2, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, pour satisfaire aux critères de l'Eurocode qui disent que sans analyse plus précise, on va se contenter de la moitié de la rigidité. Donc je vais faire un bâtiment relativement simple. On va faire ça, voilà. Voilà. Donc là, j'ai créé mes murs. Je vais créer mes poteaux. Alors, on va pas faire des poteaux acier, on va faire des poteaux béton. Tac. Hop. Voilà. Je vais corriger mon poteau béton en poteau acier. Ici. Alors, peut-être que on est plus habitué à travailler en 3D. Voilà. Tac. Là, je vais revenir en projection. Je vais faire une dalle de 20, toujours avec le matériau divisé par 2 en module Young. Et puis je vais faire des balcons un peu sympathiques. Voilà. Tac. On va repasser sur une ligne droite. Et puis à nouveau des balcons sympathiques. Voilà. Voilà. Donc différents modes de calcul des dalles. En fait, donc on a le calcul classique ici avec le modèle coq, d'accord. Et on voit qu'on a aussi, c'est le cas ici avec, on voit liaisons rigides qui sont créées, des modèles infiniment raides. Donc vous voyez, plancher BA, diaphragme rigide. Donc c'est celui-là en fait. Donc il n'y a pas d'élément fini, d'accord. Et il y a un raidissage dans le plan de la dalle qui est infiniment raide. Donc c'est pour ça que ce que vous voyez en fait, c'est une liaison rigide. Et les charges vont être transmises par surface d'influence sur le plancher. Voilà. Bon. Si vous souhaitez avoir des résultats coq, vous voyez, vous sélectionnez la dalle, vous la passez en coq, ce qui fait que votre dalle sera maillée. Donc naturellement, hein, quand on a infiniment raide dans le plan, on est plus raide qu'une raideur relative qui est réellement calculée par les éléments finis. Donc je vais mettre des poutres plus pour que ça fasse joli, puisque en général elles interviennent pas beaucoup en raider, mais vous doutez bien qu'en général on a des poutres. Voilà, hop, tac. Voilà, 13 mètres, on va peut-être rajouter un poteau ici, voilà, et un autre ici. Voilà. Donc là, j'ai créé
mon modèle. Si par exemple les plus puristes d'entre vous veulent avoir des excentrements de poutres, on va retrouver ici les excentrements en fait qu'on va pouvoir mettre à la semelle inf. Voilà, comme ça. D'accord, si vous le souhaitez, ou laisser à la semelle sup si ça vous pose pas de problème. Je vous renvoie aussi sur le document PDF que j'ai fait, d'accord, d'appliquer des excentrements, ce qui fait que par nature, en fait, une poutre, ou dans le langage commun, on a l'habitude de dire qu'elle est en flexion, dans Robot, en fait, lié aux excentrements, en fait, vous créez une poutre treillie entre les nœuds et les éléments, donc il faudra bien regarder ces efforts de flexion composés pour retrouver la flexion simple. Donc si vous ne le souhaitez pas prendre en compte ou avoir des résultats peut-être plus facilement exploitables, eh bien en fait vous ne mettez pas d'excentrement. Et donc là vous aurez une flexion simple là où vous attendez à avoir une flexion simple. Donc ce qu'on va faire c'est que là je vais copier les étages. Voilà, parce que la plupart d'entre vous savez quand même saisir pour gagner un peu de temps. Voilà. Et donc là j'ai l'ensemble de mes étages. Donc maintenant je vais venir charger mes éléments. Donc bon, on va faire des charges rapides. Alors moi j'ai quand même une petite affinité pour appeler ma charge permanente en tant que G. Donc je vais dire le 15, je le modifie, je l'appelle G. Hop. Modifier. Bon, la charge 2, je vais l'appeler Q. Voilà. Et la charge 1, je vais la modifier en G. Voilà. Ok. Et donc je vais mettre une charge surfacique. Alors moi j'aime bien les tonnes par mètre carré, donc je vous rappelle si vous voulez pas travailler dans les SI par défaut, c'est bien sûr en kilonewton. Vous pouvez comme moi venir ici et changer tout ce qui est force et moment en fait. Donc, par exemple moins 0,15. Alors c'est un exemple. Naturellement sur les porte-à-faux il faudrait utiliser peut-être plutôt une charge différente, mais pour pas compliquer l'exemple je vais mettre 0,15 partout. Voilà, en exploitation et en permanente on va mettre 250 moins 0,25, ajouter, tac, appliquer. Voilà. Donc si on vérifie, sous le cas Q, j'ai bien moins 0,15 à tous les étages, plus le poids propre qui est pris en compte. Ce qu'on peut vérifier dans le tableau qui est là. Et on voit le poids propre sur la structure entière, et moins 0,15 sur mes étages, et moins 0,20 sur l'autre. Voilà. Donc là c'est histoire d'avoir un petit modèle pour illustrer le calcul qu'on va faire. Donc une fois qu'on avait réalisé ça, on vient vraiment à ce qui nous intéresse. Donc on va d'abord convertir les masses en K. Donc je vais convertir mon K1 à la masse globale ou dynamique, peu importe. La masse globale, c'est la masse qui sera utilisée dans toutes les analyses. Et la masse dynamique, c'est la masse qui sera utilisée uniquement dans les analyses dynamiques. D'accord ? Et mon K2, avec un coefficient de conversion, je vous renvoie à mon autre vidéo, suivant ce que dit l'eurocode. 0, 1 et 8. Voilà. Une pourcentage de la part quasi permanente sur l'ouvrage. Si je reviens ici, je fais nouveau, donc je peux faire mon analyse modale, mais on a une fonctionnalité depuis quelques années où c'est modal avec définition automatique des cas sismiques. Et donc en fait, c'est cette fonctionnalité qui nous intéresse aujourd'hui, où en fait, on va pouvoir automatiquement excentrer, suivant l'analyse modale ou l'analyse sismique, les masses. Donc moi, je vais les excentrer en valeur en pourcent de 5%. D'accord ? Et donc, trois méthodes. Donc pour le moment, je vais faire l'ajout d'une masse modale. Paramètre de l'analyse modale. Donc, vu que j'ai converti mon K1, je vais bien sûr négliger la densité pour ne pas prendre en compte deux fois mon poids propre. Je vais laisser un amortissement à 4%.
Voilà. Et puis je vais prendre 30 modes pour avoir quelque chose de représentatif. Et dans les paramètres de l'analyse sismique, je vais me mettre dans les Alpes-Maritimes, voilà, avec une sismicité moyenne, et je vais mettre par exemple un hôpital. Donc en classe 4. Classe de sol, je vais laisser rocheux, et coefficient de comportement, je vais mettre 1,5. Voilà. Et je vais appliquer par exemple des modes résiduels à tous mes cas, d'accord, au cas où j'en aurai besoin après. Je vous montrerai comment les décocher ou les recocher bien sûr une fois cette analyse réalisée. Et définition de la direction. Donc en fait, on va garder toutes les directions et tous les groupes de Newmark. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous démontrerai que au sens 0 code 8, on peut souvent se passer de la direction Z et donc du groupe 3 de conversion de Newmark. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on valide. Voilà. Regardons un peu en détail ce qu'il nous crée. Donc en fait, Robot nous crée une analyse modale par direction excentrée. Donc vous voyez, ça c'est la direction excentrée en x-. D'accord. Et on retrouve ici la définition de l'excentrement de moins 5% de la direction x qu'on avait choisi précédemment. D'accord. Puis ensuite, des résultats sismiques qui lui sont associés. D'accord. Comme précédemment défini. Vous voyez, on retrouve x- avec ses conventions de Newmark, x plus, y moins, y plus, et voilà. Donc, une fois les calculs réalisés, donc là j'ai excentré seulement en x et y. Bon, vous avez vu dans la boîte de dialogue précédente qu'on peut aussi excentrer au besoin et suivant son interprétation du règlement, suivant les diagonales. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va aller s'intéresser aux résultats de nos efforts en pied. Donc par exemple au panneau 9, donc au mur 9. Donc autre élément en fait dans les éléments qui pourraient vous intéresser, c'est que on peut ici dans sismique, on peut en fait faire calculer, enfin pré-calculer des éléments à la fin du calcul ou uniquement enregistrer certains éléments pour ne pas attendre à la fin, en fait, une fois qu'on a demandé les résultats. D'accord? Notamment les résultats réduits, si vous en avez tout le temps besoin, ce qui est en général le cas, j'aurais pu d'avance calculer ça. Donc à la fin du calcul, mes résultats réduits sont tous calculés, ce qui est fait. Évite d'attendre quand je demande le tableau. Donc sur ce, on va regarder les éléments. Au final, c'était le panneau 5. Donc ce que je vais faire, je vais lui demander l'ensemble des cas simples. D'accord. Et je vais paramétrer, donc là j'ai toutes mes CQC, c'est bien ce que je veux. Je vais enlever un petit peu. Donc là j'avais déjà préfiltré avoir uniquement mes NTM dans le plan du voile, pas ceux en dehors du plan, et que la coupe en pied en fait. D'accord. Si vous comme moi vous voulez tout le temps avoir ce type de résultat, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire édition, affichage, enregistrer le tableau en tant que modèle et vous n'avez plus à reparamétrer ça. Donc si on regarde les moments de flexion en fait et qu'on les classe, on voit que pour ceux qui nous intéressent, donc dans le sens de le mur étant dans le sens de l'action sismique, on va varier entre 1905, 1907 et 1912. Donc 1912 étant l'excentrement la plus préjudiciable pour notre affaire. Pour faciliter la comparaison, ce qu'on fait en général jamais, mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais définir les trois types d'analyse dans le même cas, et on va regarder ce même cas 52 pour l'ensemble des trois méthodes. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai déclaré mes trois analyses et lancé les calculs, donc je demande le même tableau et je filtre avec uniquement
le séisme en X, donc on voit tout le temps masse X, d'accord, avec les différents excentrements et pour les 3 cas. Donc pour que ce soit un petit peu plus parlant, j'ai préparé les éléments. Donc si on regarde en fait, on a différents moments en fonction de différentes excentricités. Bon, si on regarde graphiquement en fait, on voit qu'on a pas déjà la même valeur maxi pour l'excentrement donné, ce qui par rapport à nos calculs manuels peut sembler spécifique et surprenant, mais en fait c'est une explication. Donc on voit que suivant les méthodes, en fait, on va arriver à 1900 tonnes mètres en pied de voile jusqu'à 1996, voire 2000, d'accord. Et donc ces différences s'expliquent comment? Elles s'expliquent premières analyses, vu qu'on fait des analyses modales différentes avec les masses qui ne sont pas positionnées aux mêmes endroits, on a des différences de masse mobilisée pour pour une fréquence et des différences de fréquence, donc qui impactent différemment le spectre, donc des accélérations différentes. Donc la différence de masse plus la différence d'accélération fait qu'en fait les valeurs sont différentes. Et donc on retrouve essentiellement l'approche, on va dire classique, euh, avec l'approche simplifiée, où là en fait on fait une seule analyse modale, entre guillemets comme on fait à la main, et puis on excente les masses, ce qui fait qu'on retrouve bien, quand on excente les masses suivant x, pas de différence pour le c suivant x, d'accord, mais on observe une différence suivant y, d'accord, et dans ce cas c'est ce qui est le plus dimensionnant. On va vérifier en fait quel excentrement est pris en compte dans Robot. Donc pour ça, on va dans le menu des résultats d'étage. Donc en fait, un premier onglet où en fait on voit pour tel et tel étage, donc étage 1, étage 5, quelle est la valeur de Lx que Robot a trouvé, quelle est la valeur de Lx, Ly, et le calcul des 5%. D'accord? Donc cette valeur, si vous lisez l'aide, en fait c'est toujours 5% de la valeur qui est là. D'accord? Indépendamment du fait que moi j'ai aussi choisi 5% dans ma valeur des analyses pour l'Eurocode 8. Donc si on regarde, voyez, on a 36,43 dans une direction, 15 dans l'autre, c'est ce qui ressort du tableau. Et donc si je calcule 5%, on trouve 0,75 et 1,82. Voyez, 36,43, 15, et on retrouve bien 1,82, 0,75. Donc maintenant, on va s'intéresser au deuxième onglet. Donc là, on est dans l'onglet étage. Vous voyez, un onglet valeur. Et dans cet onglet valeur, on retrouve différents excentrements. Donc là, les excentrements, on va commencer par EX2 et EY2, où on retrouve par exemple moins 82, 1,82, moins 0,75, 0,75, etc. Donc les excentrements EX2, EY2, comme vous pouvez les lire dans l'aide, en fait c'est les excentrements que vous avez choisis, d'accord, dans l'analyse de tel cas. Vous voyez, donc c'est pas pareil suivant si on a un cas sismique en plus X avec 5% ou moins 5%. D'accord? Et donc le calcul des 0,05% que j'ai mis là, c'est la valeur qu'on retrouve là en fait. Bon, il se trouve que, logiquement, vu que le règlement donne 5%, là, on trouve la même chose. Mais si éventuellement un cahier des charges vous donnait, admettons 10%, c'est ici que vous trouverez les valeurs de 10% et la première valeur ne changerait pas. D'accord? Pour ce qui concerne ces deux excentrements-là, ça c'est des excentrements calculés de manière, on va dire, classique de la littérature, donc de manière simplifiée. Qu'est-ce que c'est exactement? On va le regarder graphiquement. Donc en fait, avant de le regarder graphiquement, voyez ici vous avez la position de G et du centre de rigidité R. Donc en fait, c'est la différence de ces deux positions. Calculée comment? Calculée avec les formules classiques. Si je reviens sur ma vue en plan pour vous afficher, donc on vient dans résultat, diagramme des bâtiments, excusez-moi. Vous allez ici, vous avez centre de gravité et centre de rigidité avec description. Donc là, je vais filtrer pour voir qu'un étage courant, voilà. D'accord? Donc, le calcul de centre de gravité, il est toujours, on va dire, juste, puisque c'est vraiment le calcul centre de gravité de chaque élément fini. D'accord? On va dire que ce calcul-là,
de centre de rigidité, centre de torsion. En fait, c'est le calcul classique où on prend la somme des raideurs, donc des BH3 sur 12, des inerties, des voiles dans la direction considérée, d'accord, puis dans l'autre direction. Donc, typiquement, en fait, si vos murs sont couplés par un linteau bi-encastré à l'aide d'une liaison rigide ou d'une petite partie de poutre encastrée dans le voile, ce ne sera pas pris en compte, d'accord. Là, c'est le calcul tel que vous pouvez le faire à la main dans une direction ou l'autre. De même, si par exemple vous avez, je sais pas, une cage de contreventement à U, donc c'est intéressant, je vais vous faire un petit exemple. Voilà, donc j'ai dessiné rapidement un C en fait. Donc si vous voulez considérer en fait que les flux de cisaillement pour ce calcul simplifié, ils passent d'un mur à l'autre, ce qui est toujours le cas en élément fini puisque vous définissez un module Young et donc naturellement le cisaillement il va passer d'un mur à l'autre. Donc si vous voulez prendre ça en compte, il faut les déclarer en tant que noyau. Donc notez là, le centre de torsion de rigidité, il est ici. Si je les déclare en tant que... Donc je vais vous montrer la déclaration en tant que noyau, noyau 1, sélection des panneaux. Là c'est facile, j'en ai qu'un, ajouter, voilà. Donc là, si je recalcule en fait, donc les flux de cisaillement peuvent passer dans l'ensemble de l'élément, et donc on retrouve le calcul classique, j'ai envie de dire, de la mécanique, un peu moins du béton armé, où le flux vient ici. D'accord. Donc, si vous souhaitez que vos cages de senseurs travaillent en un bloc, ce qui en général est le cas, et que vous voulez graphiquement lire cette valeur qui n'a encore aucune utilité dans le calcul complet élément fini, mais je trouve que c'est quand même intéressant parfois en conception d'avoir un petit peu où est le centre de torsion, on va dire, à l'ancienne, eh bien, vous devez faire ça. En conclusion, en fait, de cette vidéo sur les excentrements, j'ai envie de dire, il tient à vous d'interpréter du coup le règlement, savoir si pour vous les 5% d'excentrement sont à prendre à la fois dans l'analyse modale et dans l'analyse spectrale. D'accord. Donc c'est les deux méthodes au-dessus, ce qui vous conduit à faire au moins 4 analyses modales. Ou si on va dire que l'analyse modale est faite avec le centre de gravité là où il est, sans excentrement, et qu'on excentre uniquement dans l'analyse sismique, ce qui permet de faire une seule analyse modale. Voilà. Bonne journée et bonne continuation.